Alors je vais être très clair, hein, moi la crise économique qui arrive, j'en ai absolument rien à foutre. Je ne suis pas concerné par cette crise économique, elle ne va pas me toucher. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le confinement et qui était à peu près la même chose, hein. Ce que je vous disais, c'est que le confinement, pour moi, ça change rien, ça a rien changé à mon mode de vie. Je vis aujourd'hui à peu près de la même manière que je vivais avant le confinement. Et pareillement, la crise économique, elle va pas avoir d'impact majeur pour moi. Mais je pense que pour vous, ben, cette crise économique, ben, elle va avoir un impact. Et donc, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez diminuer cet impact et comment est-ce que vous pouvez essayer de traverser cette période le plus sereinement possible. Le point de départ de la crise économique qui arrive, de la crise économique qui va arriver là bientôt, c'est que pour surmonter le coronavirus, les États ont dû s'endetter. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais parler principalement de la France, hein. Mais je pense que ça peut également s'appliquer au pays dans lequel vous vivez, si vous n'êtes pas français. Eh bien, il va y avoir deux manières de résoudre cette dette, et les deux manières de résoudre cette dette, quelle que soit la manière utilisée, vont créer une crise économique. Et cette crise économique, on ne peut pas y échapper, parce que soit il va y avoir une logique de droite qui va être appliquée, soit il va y avoir une logique de gauche qui va être appliquée, et dans les deux cas, il va y avoir une catastrophe. Mais les catastrophes vont être différentes selon la droite ou la gauche. Et donc, pour en revenir à ce que je disais précédemment, cette dette, il y a deux façons de la résorber. La première, qu'on pourrait résumer assez simplement à une manière de droite, c'est de dire, ben, on ne va pas fabriquer artificiellement de l'argent magique, et cette dette, on va la contracter auprès de créanciers privés qu'on va rembourser. La seconde, qu'on pourrait, encore une fois de façon caricaturale, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais là je veux essayer de vous faire quelque chose de simple. La seconde manière, ce serait une manière plutôt de gauche, qui est de dire, eh ben, pour rembourser cette dette, on va fabriquer de l'argent magique, et comme ça on n'aura pas une dette à rembourser à nos créanciers. Alors, moi je pense que je sais laquelle des deux options va être utilisée, et dans cette vidéo je vais vous expliquer quelle option va plus probablement que l'autre être utilisée et pourquoi. Mais quand on se prépare à une crise ou quand on se prépare à un effondrement, on ne fait pas un pari sur ce qui va se passer. On essaye de prévoir tous les cas de figure. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quoi faire quel que soit le cas de figure. Le premier scénario possible, c'est celui vers lequel on est en train de s'acheminer en ce moment, et c'est celui qui est le plus probable à court terme. C'est ce qu'on pourrait appeler une option de droite. Mais attention, il faut être précis sur les termes, hein. J'appelle ça une option de droite, mais c'est assez caricatural comme appellation, hein, parce que vous allez voir, c'est pas tout à fait un truc réellement de droite. L'idée, c'est que plutôt que de demander à la Banque Centrale Européenne d'imprimer des euros pour résorber la dette, eh ben, on va contracter une dette auprès de créanciers privés. Alors c'est une option dans laquelle pour le moment, à court terme, on est obligé de s'inscrire parce que notre monnaie c'est l'euro et que l'Allemagne, elle est complètement, mais alors complètement opposée à ce que la Banque Centrale Européenne imprime de la monnaie. Je dis l'Allemagne encore une fois pour caricaturer, hein. C'est pas que l'Allemagne, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est un certain nombre de pays dont les finances sont un peu plus stables que les nôtres, qui rechignent à créer de la dette et qui surtout craignent l'inflation. Parce que lorsque la Banque Centrale Européenne imprime de la monnaie, ça fabrique de l'inflation. Alors, il faut savoir que la Banque Centrale Européenne fabrique régulièrement un tout petit peu de monnaie pour créer une légère inflation, parce que l'inflation, quand il y en a un petit peu, c'est bon pour l'économie. Quand il y en a beaucoup, c'est un peu plus désagréable. On va en parler dans la deuxième partie de la vidéo, lorsqu'on va parler de ce que j'appelle la solution de gauche, qui, encore une fois, n'est pas vraiment de gauche non plus, comme on va le voir. Un pays comme le Royaume-Uni, qui fait pas partie de la zone euro, ben lui, il a choisi d'imprimer de la monnaie, par exemple. Mais nous, pour le moment, on va pas le faire. Alors, ces créances qu'on va contracter, elles vont alourdir les dettes de l'État et ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que comme les États, ils auront plus de dettes, et ben ils auront moins d'argent pour dépenser dans toutes les prestations sociales. Et ce truc-là, ben, ça va mettre une claque énorme à l'État-providence. Et puis, parallèlement à ça, comme il y a une dette qui aura été créée et qu'on pourra faire moins de dépenses, et ben l'État va augmenter les impôts. Alors, je sais pas encore lesquels, hein. Il y aura probablement, on est en France, hein, donc il y aura probablement des luttes sociales pour savoir quels impôts il faut augmenter, mais les impôts vont augmenter. Donc on aura dans le même temps moins de
prestations offertes par l'État et plus d'impôts à payer. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, le chômage va également augmenter. Et donc, le niveau de vie du Français moyen va baisser. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait concrètement si notre niveau de vie baisse pour conserver un niveau de vie à peu près décent? En réalité, la solution, c'est ce dont je vous parle depuis des années sur cette chaîne. C'est de remplacer des dépenses que vous effectuiez auparavant avec l'argent que vous gagnez, l'argent que vous aviez, par du travail qui vous sert à obtenir les mêmes biens ou services que vous achetiez avec l'argent que vous n'avez plus. Très concrètement, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de besoins vitaux. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir de la lumière, on a besoin d'avoir du chauffage, on a besoin d'avoir de l'eau, on a besoin de porter des vêtements, et puis on a besoin de laver son linge. Enfin, bref, je vais pas vous faire la liste. En réalité, la plupart de ces choses, quand on n'a pas d'argent, c'est des choses qu'on peut faire soi-même avec son travail. Dans l'immense majorité de ces domaines, l'autonomie est une solution en fait. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter à manger, vous pouvez produire vous-même votre nourriture. Alors, du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir produire la totalité de votre nourriture, mais là, dès maintenant, vous pouvez commencer à produire une partie de votre nourriture. Là, maintenant, au mois de mai, c'est pas trop tard pour commencer à faire vos semis. C'est encore le moment de semer du cardon, de la roquette, des épinards, du chou-fleur, des radis. Il y a encore plein de trucs qui sèment maintenant au mois de mai et que vous allez pouvoir récolter à partir de cet été ou à la rentrée. Et chaque chose que vous aurez produit, c'est autant de choses que vous aurez plus besoin d'acheter. De la même manière, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ça coûte pas grand-chose d'être autonome en électricité. À partir de 250 ou 300 euros d'investissement, vous pouvez commencer à mettre votre premier pas vers l'autonomie énergétique. Et si vous le faites maintenant, si vous commencez maintenant, dans quelques mois, vous pouvez envisager d'être partiellement autonome en énergie et réduire ainsi vos factures de dépenses énergétiques. Pareil pour l'eau, j'ai dû faire 7 ou 8 vidéos, je crois, sur cette chaîne sur l'eau. Vous pouvez être autonome en eau très vite et vous retrouver en quelques semaines à avoir 0 euros de facture d'eau à payer. C'est du travail, mais comme tout, ça tombe pas du ciel. Il y a du travail à fournir, mais une fois que vous avez fourni ce travail, vous n'avez plus de facture d'eau. Et ce sont des démarches qui vont également avoir un impact sur le deuxième problème causé par cet achat de devises auprès de créanciers privés, à savoir l'augmentation des impôts. Parce que en France, il y a énormément d'impôts que vous payez sur ce que vous consommez. Le principal impôt qu'on paye en France, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe que vous payez sur la nourriture que vous achetez. Si vous produisez vous-même votre nourriture, cet impôt, vous le payez pas. Si vous remplacez vos achats de biens manufacturés par de l'artisanat domestique, cet impôt, vous le payez pas non plus. Si un pull vert, vous le fabriquez plutôt que de l'acheter, vous payez pas d'impôt dessus. Donc l'autoproduction, elle permet à la fois de gérer une baisse de revenus, et dans le même temps, elle vous préserve des hausses d'impôts qui vont arriver. Et puis, le troisième problème qui va nous tomber dessus à court terme, c'est le chômage, parce que le chômage va augmenter. Et la solution face au chômage, en fait, il suffit de regarder dans l'histoire ce que nos ancêtres ont fait lorsqu'ils ont été confrontés à ce genre de choses. Il y a eu aux États-Unis, dans les années 30, une période de pauvreté énorme qu'on a appelée la Grande Dépression, et à cette époque, le taux de chômage a augmenté de façon considérable. Et ceux qui s'en sont le mieux tirés, en fait, c'est ceux qui ont renoncé au salariat. C'est-à-dire, c'est les gens qui n'attendaient pas d'être payés par un patron, mais qui devenaient leur propre patron. Et si vous perdez votre activité, si vous perdez votre travail, le moyen le plus simple de retrouver du travail sans dépendre d'un patron qui veut bien vous embaucher dans une période dans laquelle il y a beaucoup de chômage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, mais il y a peu de travail qui est offert, c'est de devenir votre propre patron. Tourner la page du salariat et devenir chef d'entreprise. Parce que dans des situations de crise économique, c'est toujours plus simple d'être plombier ou d'être menuisier, c'est-à-dire d'être chef d'entreprise, que d'envoyer des CV et des lettres de motivation à l'infini à des patrons qui vous répondent même plus parce que de toute manière, ils n'ont pas de travail à vous offrir. Alors, si vous êtes dans le salariat depuis des années et si vous avez eu aucune autre expérience que le salariat, j'imagine que de dire je vais créer mon entreprise de maçonnerie ou je vais créer mon entreprise de plomberie, ça peut vous paraître un truc énorme. Un truc peut-être qui vous semble insurmontable. En tout cas, le fait est que ça demande des efforts. Mais si on entre dans une crise économique et si vous avez à faire le choix entre vous casser la tête à trouver des clients pour aller réparer leurs toilettes ou aller ramoner leur cheminée, ou bien vous retrouver au chômage dans un pays dans lequel l'État-providence est en train de disparaître et dans lequel vous n'avez plus aucune aide de l'État pour rien, croyez-moi, vous regretterez pas d'avoir fait l'effort d'apprendre un peu la plomberie pour devenir plombier. Alors, je prends l'exemple de la plomberie, mais vous pouvez faire des entreprises sur à peu près
Enfin, en fait, dans à peu près tous les domaines, il est possible de devenir entrepreneur. Non, parce que je sais, à chaque fois que je prends un exemple, dans les commentaires, les gens se focalisent sur l'exemple. Donc là, je sais qu'il va y avoir dans les commentaires une tonne de types qui vont dire oui, non mais plombier c'est compliqué. Bah, très bien, si plombier c'est compliqué pour toi, trouve quelque chose que tu sais faire et exerce ce métier en tant que chef d'entreprise. Si tu exerces un métier actuellement, c'est que tu as des compétences dans un domaine. Et ben ce domaine, plutôt que de l'exercer pour un patron, fais-le pour toi, fais-le à ton compte. Si tu trouves pas de travail auprès d'une entreprise, eh ben arrête de perdre ton temps à chercher une entreprise qui t'embauche. Deviens ton propre patron. L'idée qui prédomine plutôt à gauche, c'est qu'on peut éviter de trop s'endetter en produisant de la monnaie directement via les banques centrales, ou pour être plus précis, directement via la Banque Centrale Européenne. Tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne fait tourner la planche à billets et elle effectue une création monétaire ex nihilo. Si vous avez un petit peu d'argent sur votre compte en banque, si vous avez des petites économies, si vous avez, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros d'économies, eh ben, ces économies-là, il faut vous dire qu'en cas d'inflation, vos 3 000 euros demain, ils vaudront plus la même chose que 3 000 euros aujourd'hui. Et donc la question, c'est comment faire en sorte que vos 3 000 euros d'aujourd'hui, eh ben, demain, ils valent toujours 3 000 euros. Alors, les survivalistes, ils ont une réponse à peu près standard à cette question qui est de dire il faut pas avoir de l'argent sous forme immatérielle, il faut pas avoir de l'argent dans un compte en banque, il faut avoir de l'argent sous forme d'une valeur physique qui, elle, ne perdra pas sa valeur. Et typiquement, une valeur physique dans laquelle placer son argent et qui ne perd pas sa valeur, eh ben, ça va être de l'argent, justement. De l'argent, le métal précieux, ou de l'or. Vous voyez, une pièce de monnaie en argent, comme celle-ci, eh ben, même si ça, c'est une pièce de 10 euros en argent, eh ben, même si 10 euros ne valent plus 10 euros demain, eh bien, le coût de l'argent, lui, le coût du métal, pas le coût de la pièce, mais le coût du métal, il restera le même. Parce que l'inflation qui aura eu lieu sur la monnaie, eh ben, c'est pas une inflation qui se sera traduite sur le coût du métal. Donc, cette pièce de 10 euros ne vaudra plus 10 euros au sens d'aujourd'hui. Par contre, le métal, le poids du métal, lui, il n'aura pas changé. Et 10 euros de métal en argent, bah, ce sera toujours 10 euros de métal demain. Ceci étant dit, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de stocker de l'argent. Et moi, personnellement, là, vous voyez ma pièce de 10 euros en argent, c'est à peu près tout ce que j'ai en métaux précieux. Je dois avoir une bague en or qui traîne quelque part et c'est à peu près tout en fait. J'ai pas d'autres métaux précieux. En réalité, ce qui est intéressant pour garder un coût constant de la valeur des choses que vous possédez, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est des choses qui gardent leur valeur quel que soit le coût de l'argent. Alors, il y a énormément de choses qui gardent leur valeur quel que soit le coût de l'argent. La propriété foncière, le prix d'un terrain, le prix d'une maison, ça bouge pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle l'inflation l'inflation. Si vous possédez une maison qui vaut 100 euros et si la valeur de l'argent est divisée par 2, alors votre maison vaudra 200 euros. La valeur de votre maison n'aura pas été affectée par l'inflation. Et donc, si vous avez un petit peu d'argent sur votre compte en banque et que vous craignez une inflation, la question c'est quoi faire de votre argent pour vous prémunir de cette inflation. Des phénomènes d'inflation, on en a connu des dizaines au cours des siècles passés. Il fut un temps où les Allemands devaient aller acheter leurs produits avec des brouettes de billets, c'est pas une caricature, ça a réellement eu lieu. Et dans des moments comme ça, il y a des choses, il y a des produits qui gardent leur valeur. Et alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les produits qui gardent leur valeur, mais il y en a 3 que je trouve intéressants parce que ce sont des produits qui, quel que soit l'endroit, le pays dans lequel vous êtes, ça va être des constantes. C'est l'alcool, le tabac et les armes à feu. Je sais que je vais choquer des gens en vous disant investissez dans l'alcool, le tabac et les armes à feu. Parce que c'est 3 choses qui sont sales, qui sont vilaines. Je suis sur une chaîne sur laquelle il y a beaucoup d'autonomistes et de survivalistes, donc je sais que parmi vous, il y a probablement beaucoup de chasseurs, et donc si je vous parle des armes à feu, ça va pas trop vous choquer. Par contre, l'alcool et le tabac, je sais que ce sont des tabous, et je sais que si je vous dis placez votre argent dans des bouteilles de vodka, placez votre argent dans
dans des paquets de tabac, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça va choquer. Ceci étant dit, on va prendre ici l'exemple du tabac. Le tabac, c'est quelque chose, si vous observez l'évolution du coût du tabac au cours des 20 dernières années en France, le tabac, c'est quelque chose dont la valeur a augmenté de façon constante, mais vraiment constante. Lorsque vous placez votre argent dans le tabac, 1 € que vous investissez dans le tabac il y a 10 ans, il vaut 2 voire 3 € aujourd'hui. Parce que indépendamment de l'inflation et indépendamment de la valeur de l'euro, le coût du tabac augmente constamment. Les armes à feu, de même que l'alcool et de même que le tabac, ce sont des choses qui, quelle que soit la situation économique, sont utilisées par les gens et vous pouvez toujours vendre ou échanger de l'alcool, du tabac ou des armes à feu. L'inflation, le problème de l'inflation, c'est comme ça qu'on s'en prémunit. Si vous avez de l'argent, ne le gardez pas sous forme d'argent sur un compte en banque, parce que s'il doit y avoir de l'inflation, l'argent de votre compte en banque ne vaudra pas la même chose demain que ce qu'il vaut aujourd'hui. Après, pour que les choses soient claires, moi je vous parle de ce type de placement parce que je suis un prolo et que si j'ai de l'argent à placer, je vais plutôt le placer dans des bouteilles de vodka ou dans des fusils. Mais si vous avez plus d'argent, montez en gamme dans les produits manufacturés dans lesquels vous allez investir. Si vous avez les moyens d'acheter une Rolex, je vous conseille de placer votre argent dans une Rolex plutôt qu'à la banque, par exemple. Il y a quelques années, il y a un type qui avait de l'argent, on va dire, et qui m'avait contacté pour concevoir les aménagements et la logistique de sa maison autonome, et il m'avait proposé une Rolex en guise de paiement. Et à l'époque, j'avais dit non, et avec le recul, je regrette vraiment d'avoir dit non, et si demain j'avais la même proposition, cette fois je dirais oui, parce que ce type d'objets, ce sont des objets qui se gardent dans le temps. Une Rolex, ça se garde pendant plusieurs générations, et ça a une valeur qui tend à croître avec le temps, en fait. Alors tout ça, c'est des exemples, hein. Encore une fois, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, lorsque je donne des exemples, ce ne sont que des exemples. Si je vous parle de tabac, d'alcool ou de montres, c'est juste des exemples. L'idée, c'est de ne pas avoir de l'argent sous forme immatérielle, parce que lorsqu'il y a une inflation, votre argent immatériel, il perd sa valeur. Et puis, à côté de ça, il y a un autre problème qui se poserait dans cette situation d'inflation et dans cette situation de dette qui serait résorbée par la création de monnaie, c'est que le chômage, de toute manière, il augmenterait de la même manière qu'avec une politique plus à droite. Et donc, sur le chômage, je ne vais pas vous redire ce que j'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, parce que ce serait une répétition à l'identique. Le meilleur moyen de se mettre à l'abri du chômage, c'est tout simplement de ne pas être un salarié et de ne pas vivre dans le salariat, de ne pas dépendre d'un patron. Et pour pas dépendre d'un patron, il faut être son propre patron. Alors, le bilan de cette histoire, c'est que cette crise financière, on va pas pouvoir l'éviter. Quelle que soit la politique mise en œuvre, il va y avoir une crise financière. Et d'une manière générale, le meilleur moyen de s'en prévenir, c'est de ne pas dépendre du système, d'être indépendant, d'être autonome par rapport au système, de ne pas dépendre d'un patron, de ne pas dépendre de rentrées d'argent, de ne pas dépendre d'aide de l'État. Tout ce que vous ferez vous-même, tout ce que vous produirez vous-même, ça vous rendra libre. En fait, lorsqu'un système s'écroule ou lorsqu'un système se casse la gueule, si vous voulez que ça ne vous touche pas et que ça ne modifie pas votre mode de vie, il est nécessaire que vous soyez capable de vous en passer pour continuer à vivre.